8h15, on retrouve tout de suite Adrien Gindre avec votre invité, Adrien André Chassaigne, député communiste du Puy-de-Dôme. Bonjour André Chassaigne. Bonjour. On va parler de l'Assemblée dans un instant, mais d'abord un mot de l'inquiétude des élus locaux dans le sud-est devant l'ampleur prise par les incendies. On a entendu par exemple le président de la région PACA, Renaud Muselier, dire qu'il y avait un problème de moyens, pas suffisamment de Canadair par exemple en état de voler. Est-ce que vous partagez cette analyse? Est-ce qu'on a là un problème de mobilisation des forces de l'État? Alors je pense, mon ami Pierre Dharréville, qui est député des Bouches-du-Rhône, m'a tenu les mêmes propos hier après-midi avant de redescendre dans sa circonscription, justement face aux grosses difficultés qui peuvent se poser. Il y a chaque année le constat que les moyens ne sont pas suffisants. Et il suffit pas chaque année de faire des effets d'annonce en disant on va donner plus de moyens. Il faut véritablement qu'il y ait un plan d'action qui soit mis en œuvre avec un échéancier qui soit pas un échéancier qui repousse à 2 ou 3 ans la livraison de matériel. Mais je crois qu'il faut prendre des choses beaucoup plus au sérieux. On a une situation qui est quand même exceptionnelle cette année. Vous considérez qu'il faut porter le niveau d'équipement pour faire face à toute situation exceptionnelle? Gérard Collomb, par exemple, a annoncé l'achat de 6 avions. Bon, ce ne sera pas immédiat. Oui, c'est exceptionnel, oui et non. Parce qu'on voit bien qu'on a là aussi les conséquences du réchauffement climatique. Cette situation-là va s'accentuer, ça va être exponentiel durant les années à venir. Donc il faut anticiper avec du matériel, avec des moyens matériels, avec des moyens humains aussi, et avec plus de discipline, plus d'explications, plus de pédagogie pour montrer les risques engendrés par certains comportements. Le Premier ministre Édouard Philippe s'est rendu sur place hier soir. Vous dites bravo, c'est bien d'aller soutenir les pompiers qui sont mobilisés, ou attention, c'est de la com et ça ne sert à rien? Non, mais c'est normal que le Premier ministre se rende sur place. Je ne vais pas faire un procès d'intention au Premier ministre qui fait son travail en quelque sorte. Mais je crois quand on veut un renouveau démocratique, comme c'est affiché, il faut ne pas se limiter à des effets d'annonce, il faut du concret. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une forme d'accumulation d'effets d'annonce. Je crains bien que ça risque de créer de très forts mécontentements quand on aura le nez contre la vitre face aux difficultés qui arriveront. C'est pas seulement valable pour les incendies. Alors justement, vous savez ce que le gouvernement va vous répondre. Si on équipe davantage là, va falloir faire des économies ailleurs. Est-ce que vous voyez aujourd'hui en France des endroits où on peut réaliser des économies? Non, mais on nous parle toujours de vases communicants. Mais ce que l'on oublie, c'est qu'il y a d'autres vases qui restent remplis, et ceux-ci, on n'y touche pas. Quand je vois, par exemple, les dizaines de milliards qui sont distribués aux actionnaires du CAC 40, qui, cette année, ça doit être autour de 56 milliards d'euros pour une année distribués aux actionnaires du CAC 40, c'est le niveau d'avant la crise financière de 2008. Donc il faut aussi aller chercher l'argent là où il est et arrêter de nous amuser en disant on ne peut pas parce qu'il y a le déficit, parce qu'on n'a pas suffisamment d'argent. Les 3%, vous dites qu'il ne faut pas respecter ces 3% de déficit, vous? Oui, ça c'est un artifice. Parce que si on a besoin d'investir, on investit pour les générations à venir aussi. Donc, au nom du 3% de déficit, on crée une politique d'austérité, et au final, ce sont les plus pauvres, les plus modestes, qui vont en souffrir. Le principal sujet justement de ces derniers jours, c'était la baisse des APL, les aides personnalisées au logement. On rappelle, moins 5 € à partir du mois d'octobre pour tous les bénéficiaires. Alors, on peut comprendre que vous défendiez le pouvoir d'achat des plus modestes, mais est-ce que vous pensez que le gouvernement fait ça exprès pour accabler les plus fragiles? Non, il le fait. Je ne dis pas qu'il le fait exprès pour accabler les plus fragiles. Ça, c'est une parole politique de dire ça. Mais c'est la méconnaissance. Je dis bien la méconnaissance de la réalité des gens de notre pays. C'est la méconnaissance de ceux qui ont des pires des difficultés pour joindre les deux bouts. C'est ne pas savoir, notamment, ce que ça représente pour un étudiant de vivre avec quelques euros par jour. C'est ne pas savoir quelles sont les souffrances et les difficultés à finir la fin de mois pour des personnes modestes. C'est considérer que, par exemple, comme ça a pu être dit par certains députés d'En Marche, je l'ai lu, hein, qui certains ont pu tenir ce propos, en disant « Qu'est-ce que c'est que 5 €? 5 €, c'est rien du tout. » Ben, je peux vous dire, pour être en contact avec des personnes modestes que je reçois dans mes permanences ou que je croise durant mes déplacements, 5 €, c'est beaucoup.
Alors justement, vos camarades de la France Insoumise, Alexis Corbière au premier chef hier, sont arrivés dans l'hémicycle avec ce que représente un panier de courses de 5 euros. On a vu des pâtes, une sauce, boîte de conserve. C'était à l'occasion des questions au gouvernement. On se dit en regardant ça, est-ce que la France Insoumise n'est pas en train de ringardiser le Parti communiste dans la forme, dans le message politique, la manière de le porter? Ils ont leur culture, ils ont leur façon de faire, ils ont une force de communication. Il ne s'agit pas pour nous, les députés communistes, de faire ce que j'appelle la course à l'échalote. Chacun a sa culture, chacun a sa façon de gérer la parole politique. Nous, on est sur les textes, on est sur l'explication, on est sur le contenu. Je ne dis pas qu'ils ne le sont pas, mais c'est vrai qu'ils ont une autre façon de communiquer. Je respecte ce qu'ils font. Et ce que je dis aux députés du groupe que je préside, soyons nous-mêmes, et surtout n'allons pas copier ce que d'autres peuvent faire. Et laissons le théâtre aux autres? Non, je ne dis pas que c'est du théâtre, je dis que c'est une façon de faire passer des messages. C'est assez fort. Vous en parlez. Donc ça a marqué, donc ça marque la population. Tant mieux si ça permet de faire évoluer les consciences, même si nous, on peut avoir une façon de communiquer différente. Vous auriez souhaité, vous, un groupe commun avec la France Insoumise? Non, je ne le souhaitais pas. Je ne le souhaitais pas pour deux raisons. Parce que d'une part, nous travaillons depuis 10 ans les députés communistes, et c'était le cas aussi des députés Front de Gauche lors du mandat précédent, avec des députés d'outre-mer, de partis progressistes d'outre-mer, Martinique, Réunion, Guyane, même un Polynésien aujourd'hui, indépendantiste qui nous a rejoints. Et donc nous souhaitions continuer à travailler avec eux. C'était aussi la reconnaissance du fait qu'ils nous avaient permis d'avoir un groupe pendant 10 ans. Et la deuxième chose, je pense qu'il est bien qu'il faut qu'on puisse multiplier les moyens. Et avec deux groupes, nous sommes une force de frappe beaucoup plus importante, beaucoup plus percutante que si nous avions un seul groupe. Alors, on va vous rendre justice, le show n'est quand même pas réservé que à la France Insoumise. Vous aussi, ça vous arrive dans l'hémicycle, André Chassaigne, à votre manière. Je pense à la séance de mardi soir. Vous avez particulièrement malmené la présidente de séance, c'était une députée En Marche, avec ces mots « Ça devient pénible, vous menez ces débats de façon incompréhensible ». Ils vous agacent, ces nouveaux députés En Marche? Je ne sais pas si on peut dire agacé, mais il y a eu au sein du groupe En Marche une forme de double dégagisme. D'un côté, c'est considérer que les députés des autres groupes, et en particulier les députés sortants, qui ont une forme d'expérience, c'est un monde ancien, c'est un monde qu'il faut balayer. Il s'agit d'élus politiques qui ne comprennent rien à rien, qui seraient incapables de diriger une start-up. Donc il y a ça. Et il y a d'autre part, au sein de leur groupe, je crois, une mauvaise prise en compte de ce que représentent les postes de responsabilité à l'Assemblée nationale. Écoutez, la totalité, je pense, des vice-présidentes et vice-présidents n'ont aucune expérience du fonctionnement de l'Assemblée. Certains s'en sortent très bien, mais c'est vrai que d'autres ne sont pas pour le moment au niveau pour conduire les débats, discuter sur un amendement, laisser filer le débat quand c'est nécessaire, être beaucoup plus strict dans d'autres cas. Et on vit depuis plusieurs jours, effectivement, des discussions qui ne facilitent pas une bonne approche d'un texte, qui se perdent dans des maladresses qui peuvent être faites au perchoir et qui vous donnent envie de les bisuter aussi. Hein. Non, moi, en tout cas, c'est pas je le dis franchement, j'ai pas du tout envie de les bisuter. D'abord, c'est pas ma personnalité, mais à un certain moment, quand c'est trop, et donc je le dis. Le gouvernement pourrait déréguler les CDD, les contrats à durée déterminée. Ça rentre dans le cadre de la réforme du travail. Alors, on explique que ce serait plus la loi qui déciderait, mais les branches, les secteurs d'activité, par exemple, des motifs de recours au CDD, de leur durée maximum, des conditions de renouvellement. Tout ça, c'est forcément une mauvaise idée, André Chassaigne? Écoutez, ça, c'est au nom de libérer l'activité. Au nom de créer de l'emploi. Libérer le travail, créer l'emploi. Mais comment on peut penser qu'on créera plus d'emplois dans la durée en développant davantage les CDD au détriment des contrats à durée indéterminée? Ça, c'est une approche extrêmement libérale. Moi, je n'y crois pas. Sauf que c'est pour permettre à certains qui sont au chômage d'accéder au CDD. C'est ça l'argument de l'exécutif. Alors, on a les exemples des pays où ça a pu se faire. On le voit notamment au Royaume-Uni. C'est aussi d'ailleurs le cas en Allemagne, où effectivement, on a l'impression, on a le sentiment d'avoir moins de chômage au niveau quantitatif, mais on se rend compte que, en définitive, la baisse du chômage se fait avec vraiment un éclatement
de contrats précaires, ça va jusque contrats 0 heure quasiment, avec une main-d'œuvre qui est considérée comme la variable d'ajustement. Et je crois que dans un pays, il faut une protection des salariés et on ne règle pas les problèmes économiques en considérant que les salariés sont responsables de tout et doivent être la variable d'ajustement et doivent véritablement avoir aucune sécurité dans leur travail. Mais tout ça, ça se fait en concertation avec les partenaires sociaux. Vous avez vu le nombre de rendez-vous qu'il y a eu au mois de juillet. Est-ce qu'au moins vous vous dites c'est une bonne méthode? Non, mais ça c'est du pipeau. Du pipeau. Ça c'est du pipeau. On peut bien multiplier les rencontres avec ce qu'on appelle les partenaires sociaux, moi j'appelle ça les organisations syndicales, on peut bien multiplier les rencontres, écouter, donner le sentiment de faire la concertation et ensuite mettre en mouvement le rouleau compresseur et imposer sa politique. C'est exactement ce qui se passe dans les relations avec les organisations syndicales et c'est exactement ce qui se passe au sein de l'Assemblée avec les autres groupes parlementaires. Est-ce que vous voyez du pipeau aussi sur le dossier STX? Hier, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a menacé de nationaliser les chantiers navals de Saint-Nazaire si les Italiens refusent de revoir l'équilibre. On rappelle en fait, il y a un Italien qui doit racheter l'essentiel des parts du capital. La France dit non, nous on veut un 50-50, pas question de laisser les Italiens avoir la majorité. Excellent. Excellent. Si le gouvernement va jusqu'au bout et nationalise pour sauver cet outil de travail, c'est ce que l'on a toujours porté en ce qui nous concerne. André Chassaigne applaudit le gouvernement ce matin. J'applaudis le gouvernement s'il va jusqu'au bout de ce qu'il peut affirmer. Et il pourra compter sur notre soutien si c'est dans ce sens-là. Et ça permet de conserver véritablement un outil de travail français pour une production emblématique de notre économie nationale. Est-ce que vous applaudissez aussi sur le dossier Team? C'est cette société de cabine d'engins de chantier qui va être sauvée. Il y a un repreneur bulgare qui a été désigné. Hier, le secrétaire d'État Benjamin Griveaux a tweeté « Méthode, discrétion, efficacité au service de l'emploi et des territoires ». Il y a des résultats. Écoutez, je ne suis pas au courant. Bien franchement, je n'ai pas suivi cette affaire. Donc, j'aime pas trop parler de choses que je ne connais pas. Il y a une vieille expression auvergnate qui dit on n'achète pas un âne dans un sac, donc je ne vais pas parler de choses que je ne connais pas suffisamment. Alors un dossier qui est plus emblématique peut-être, GMS. Là on aura une réponse du tribunal lundi prochain sur l'offre de reprise formulée par l'entreprise GMD. Il y a eu un petit coup de pression de Bercy lundi en disant l'adhésion des salariés au projet est une condition essentielle à la réussite de la reprise. Il est dans son rôle le ministère en disant ça? Je dirais que moi, en ce qui me concerne, j'admire ces salariés. Vraiment, je me dis, mais quel exemple de lutte sociale, de ces salariés qui s'identifient à leur outil de travail, qui, pour eux, c'est la vie de leur Même famille, si à la de leur fin, territoire. Ils finissent à 120 au lieu de 270. Oui, mais en tout cas, ils mènent une lutte qui est une lutte exemplaire. Et partout, où les salariés sont en résistance pour sauver l'outil de travail, pas seulement pour eux, pour leurs enfants, pour le territoire au sein duquel ils vivent, je dis chapeau. Et je crois qu'aujourd'hui, les bougées que l'on a eues sur cette affaire-là, c'est grâce à cette force mobilisation des salariés et de toute une population qui est à leur côté. Hier soir, Emmanuel Macron a reçu la chanteuse Rihanna à l'Élysée. Lundi, c'était le chanteur Bono. À chaque fois, c'est pour parler des ONG de ces deux stars. Est-ce qu'il est dans son rôle, le président, là, ou est-ce que ça vous choque de voir ce défilé au palais présidentiel? C'est pas le défilé qui me choque. C'est sa méthode, je ne porterai pas d'appréciation sur sa méthode. Ce qui me choque par contre... C'est-à-dire sa méthode? La méthode de recevoir, de médiatiser à son niveau, donc ce qu'il fait donc, avec toutes les personnes de façon emblématique. Mais vous condamnez pas? Mais non, il y a une chose qui me choque. C'est que parallèlement à ça, on nous annonce 140 millions de réduction de l'aide qui est donnée au développement. Donc on ne peut pas d'un côté, sous le feu des projecteurs, faire semblant de s'intéresser au développement international et de l'autre côté, au niveau du budget, réduire les fonds, alors que les fonds qui sont nécessaires pour accompagner le développement des pays en difficulté. Tous les matins sur LCI, André Chassaigne, on pose une question, la question off, mais devant les caméras. C'est off, entre nous. L'UMP a changé de nom, le FN va changer de nom. Les socialistes réfléchissent à abandonner l'adjectif socialiste. Est-ce que vous, à titre personnel, vous êtes prêt à abandonner l'adjectif communiste? À titre personnel, je pense que abandonner un adjectif tel que ce bel adjectif de communiste, si on l'abandonne en pensant qu'on résoudra les difficultés de notre parti à partir de là, on se trompe.
Au contraire, essayons de montrer à quel point le mot communiste, qui a été galvaudé dans l'histoire et qui a pu être sali, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose qui peut être moderne et qui peut faire en sorte que le parti, rester le Parti communiste, soit un grand parti dans notre pays. Merci André Chassaigne d'avoir été avec nous ce matin. La suite, c'est Julie Hamet.